Bonjour François Asselineau, merci d'être avec nous ce matin en studio. Bonjour Liselotte et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, je le rappelle, même si je pense qu'il est inutile de le faire, que vous êtes haut fonctionnaire et surtout président de l'UPR. L'UPR qui faisait donc sa rentrée politique ce week-end avec 800 personnes qui se sont réunies. Commençons par là, François Asselineau, vous étiez content de cet événement? Oui, très content. On était très content parce que on retrouve les hautes eaux qu'on avait connues dans cette université. En fait, c'est vérification faite, c'était la 12e université de l'UPR. J'ai créé l'UPR il y a 18 ans, mais on n'avait pas fait d'université dans les tout débuts. Et puis pendant 2 ans, au moment de la Covid, on l'avait suspendu. Donc c'était la 12e université. Et le maximum qu'on avait fait, c'était au moment de la présidentielle, on avait atteint à peu près 1 millier de personnes. Et il y a d'autres fois où ça avait été un petit peu plus modeste quand même. On était tombé à 400, 350, 400. Et là, 800 personnes, c'était bien. Et puis, c'est pas seulement le nombre, c'est aussi l'enthousiasme, l'engouement. Les gens qui sont nos adhérents, nos sympathisants, font d'ailleurs la surprise et même un peu l'admiration des invités qu'on a, parce qu'on a à chaque fois des invités extérieurs qui ne sont pas de l'UPR, qui participent à des tables rondes et qui sont toujours frappés par l'écoute, le sérieux, la qualité des échanges. C'est en fait, excusez-moi de le souligner, mais c'est vraiment, on réhabilite la politique dans ce qu'elle devrait avoir de plus important, c'est-à-dire le domaine des idées. Et là, on avait 2 tables rondes. La première, c'était sur la liberté d'expression. Il y avait d'ailleurs Pierre-Alexandre Bouclet, Mm. le président de Radio Courtoisie, qui a eu la gentillesse de venir. Il y avait aussi Idriss Aberkane, Philippe Béchade, économiste que l'on ne présente plus. Et il y avait également John Logland, qui est le père spirituel du Brexit, qui est un universitaire britannique. Et il y avait également David Cosendet, qui est un chercheur suisse qui a fait un livre formidable à la fin du XXe siècle qui s'appelle Le secret de l'Occident et qui lui a pu nous expliquer dans la 2e table ronde qui portait sur le thème «L'Occident est-il en décadence?», ce qu'il fallait en penser. Voilà. Donc au total, c'est un beau succès. On a eu plus d'une centaine d'adhésions ou de réadhésions. On a eu une tombola qui a formidablement marché avec des objets historiques. Et puis tout le monde est très, 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 très désireux que arrive rapidement 2027, puisque j'ai eu l'occasion de préciser, de repréciser que je serai bien candidat à la présidence de la République en 2027 et que je compte fermement avoir les parrainages comme je les avais eus d'ailleurs en 2017. Mm. Alors, on va explorer tous ces thèmes, si vous le voulez bien, François Asselineau, mais avant ça, je rebondis sur ce dernier point. Vous, candidat pour les prochaines présidentielles, on a déjà une idée de vos axes de campagne, notamment sur la souveraineté française. Est-ce que vous pourriez préciser un peu les grandes thématiques que vous creuserez? Ben, vous savez, tout un chacun peut observer que la scène politique française semble être saisie de frénésie, avec des partis politiques qui changent de nom, avec des responsables politiques qui s'inventent des programmes et qui pensent qu'ils vont tout changer, tout à zéro. Mais en fait, les Français comprennent qu'il y a quelque chose qui cloche. Nous, on est le roc, si vous voulez, dans l'océan qui ne bouge pas depuis 18 ans. Parce que tout ce que j'ai dit se révèle exact. Alors quand je vois par exemple M. Gabriel Attal qui dit qu'il va être candidat et qu'il va renverser la table, mais que ne l'a-t-il pas fait quand il était Premier ministre? Même chose pour M. Édouard Philippe, qui nous explique, qui est passé à la télévision pour expliquer voilà, le programme qu'il allait faire, remettre en ordre les finances, parce que les finances publiques, c'était une catastrophe. C'est lui qui est responsable, avec Macron, du désastre financier de la France actuelle. Bon, voilà, quand je vois d'ailleurs aussi au Rassemblement national, Madame Le Pen qui dit qu'elle n'est ni de gauche ni de droite, et en fait elle s'inspire de notre positionnement à nous, sauf qu'elle, elle ne veut pas sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, donc les gens ne comprennent pas. Elle est d'ailleurs pas en harmonie parfaite avec M. Bardella, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque lui milite pour l'Union des droites. Tout ça, ça donne le tournis. Et à gauche, c'est pas beaucoup mieux, puisque maintenant la guerre est ouverte entre les glucksmaniens, les méjanchonistes, etc. Mais ce qui est tout à fait fascinant là-dedans, et ça, je trouve, c'est une vraie question, c'est que on a des journalistes en France, dans les médias mainstream, comme on dit, on a des journalistes qui donnent la parole à Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques indique les projets qu'il va faire, mais il n'y a jamais cette question toute bête que devrait poser un journaliste, c'est en quoi les propositions que vous faites sont-elles compatibles ou incompatibles avec les traités européens dont par ailleurs vous ne voulez pas sortir. Voilà. Mm. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, c'est la même chose.
Voilà, on rasera gratis la semaine prochaine, on fera ci, on fera ci, on fera ça. Mais par ailleurs, une fois qu'ils seront au pouvoir, ils ne pourront pas le faire parce que tout simplement, ils n'en auront pas les moyens, ni les moyens politiques, ni les moyens juridiques, ni les moyens financiers, ni les moyens humains, ni les moyens diplomatiques, ni les moyens industriels, ni les moyens militaires, etc., etc. Donc nous, on pense que la politique, comme disait Charles de Gaulle, c'est partir des réalités. Et la réalité numéro un de la France, le drame numéro un de la France, c'est que les Français ne décident plus de leur avenir collectif. Il faut donc le problème numéro un qui surplombe tous les autres. Hein. C'est plus important que l'immigration, plus important que la désindustrialisation, la fin de l'agriculture, l'effondrement de notre niveau de vie. La chose qui est préalable à tout ça, c'est qu'il faut qu'on reprenne les manettes. C'est à nous, c'est au peuple français de reprendre les manettes. Heureusement, il y a de plus en plus de gens quand même qui commencent à le comprendre et on est assez content en effet parce que le vent souffle fort en notre faveur en ce moment. On a vraiment des adhésions, des dons, des gens qui s'intéressent de plus en plus souvent à nous. Nous ne sommes essentiellement handicapés, comme vous le savez, que par la quasi-invisibilité qu'on a dans les grands médias. Alors justement, François Asselineau, quand vous dites les Français ne décident plus, on comprend bien que vous faites allusion à la mainmise de l'Union européenne sur les politiques nationales. Néanmoins, on voit que même au sein même du pays, il y a quelques soucis lors des périodes électorales. On l'a vu par exemple aux dernières législatives, il y a beaucoup de Français qui estiment que ça te fait voler l'élection, avec cette logique toujours de barrage et d'alliance, parfois contre nature. Est-ce que vous, quand vous disiez que Jordan Bardella, lui, défend l'union des droites, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraîtrait pertinent, justement, pour pouvoir faire céder cette digue, peut-être vous approprier la visibilité que vous mériteriez et remporter enfin un carré politique face à la gauche? Alors, comme je l'ai souvent expliqué, et je reviens dessus, l'UPR n'est pas un mouvement de droite, pas un mouvement de gauche non plus. Nous nous inspirons du gaullisme pur et dans sa pureté d'origine et dans son efficacité d'origine, qui avait bâti le Conseil national de la résistance, qui ralliait droite et gauche pour faire sortir les Allemands hors de France. C'est pas une vanité, c'est pas une coquetterie, c'est pas une élégance, c'est pas une nostalgie, c'est tout simplement l'efficacité. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la mesure où nous considérons que la première chose à faire, c'est de rendre aux Français leur souveraineté et leur indépendance, il faut partir du principe de qui est-ce qui va en France soutenir ce programme. Or, on en a une preuve très, très, très directe, qui est la même que celle à laquelle a été confronté De Gaulle en 1940, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction de la gauche. En 2005, il y a eu, le 29 mai 2005, 55% de non à la Constitution européenne. C'était formidable. Malheureusement, Sarkozy a piétiné de façon scandaleuse ce choix. Mais sur ces 55% de non, on estime, d'après les sondages post-électoraux, qu'il y avait peut-être 25 à 30% qui venaient de la droite et 20 à 25% qui venaient de la gauche. De telle sorte que si on fait l'union des droites ou l'union des gauches, eh bien, on n'aura pas dans ces deux camps la majorité nécessaire, si vous voulez, pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour faire le Frexit. Regardez d'ailleurs cette union des droites, où d'ailleurs je vois que tout le monde s'écharpe en ce moment entre le Rassemblement national, dont d'ailleurs qui a essuyé son 6e échec, pour un 6e échec consécutif dans le cadre des élections législatives partielles. Donc vous avez vu sur les réseaux sociaux, il s'enflamme. Mais moi j'ai regardé, j'ai vu que M. Dupont-Aignan reproche au Rassemblement national de faire cavalier seul, Reconquête trouve que Mme Le Pen a un ego démesuré, enfin toutes ces balivernes. Moi ce que je vois là-dedans, c'est que le RN plus Zemmour, plus Marion Maréchal, refusent tous les trois de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est-à-dire que M. Dupont-Aignan, qui d'ailleurs ne l'a jamais vraiment poussé non plus, ou M. Philippot, qui louche dans cette direction, ne pourront pas faire passer le Brexit dans le cadre d'une union des droites. Et c'est pareil dans le cadre d'une union des gauches. Je rappelle que M. Mélenchon avait dit que ceux qui voulaient sortir de l'euro étaient d'essence maréchaliste, vous vous rendez compte ? Il avait traité plus bactère ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne. Et il n'y a pas, en fait, à part quelques petits mouvements, très très petits mouvements à gauche, comme le mouvement de M. Kuzmanovic, ou bien le Parti pour une renaissance communiste en France, qui est un petit mouvement communiste maintenu, il n'y a pas à gauche de voix qui sont en faveur de l'Union européenne, de la sortie de l'Union européenne. Alors c'est un mystère quand même, parce que on voit bien, par exemple, que d'après les sondages, il y a au moins 30%, peut-être 40%, peut-être même une majorité de Français
s'il y avait un vrai débat démocratique et qu'on pouvait expliquer les avantages et les inconvénients, il y a peut-être donc une très forte minorité, peut-être même une majorité de Français qui voudraient sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et il n'y a aucun député, il y a 0 député exactement à l'Assemblée nationale qui défend cette vision des choses. Ça prouve d'ailleurs au passage que la représentation nationale n'est pas un bon reflet de l'opinion publique. Et le mystère, il vient justement de celui que j'ai dit, c'est qu'il faut avoir une structure qui permette un rassemblement provisoire, parce que j'ai jamais dit que la droite et la gauche c'est pareil, c'est antagoniste, mais provisoire pour faire en sorte que les 55% de Français qui ont voté non en 2005 se rassemblent et aient une offre politique à l'élection présidentielle de 2027. Je serai cette offre politique parce que finalement, le parti que j'ai créé, c'est le parti du Frexit, c'est le parti des 55% de Français qui ont voté non. Et encore une fois, si on allait d'un côté ou de l'autre, eh bien, on ne sortirait pas de l'Union européenne. Alors c'est très grave ce que je dis, parce que il y a des gens qui disent, c'est le fameux débat lancé par Zemmour ou Madame Knafo ou Monsieur Bardella ou Madame Maréchal, c'est l'identité nationale avant toute chose. Oui, mais on ne peut pas changer, on peut pas, ils prétendent lutter contre l'immigration, mais j'ai expliqué, je ne peux pas dire que je ne l'explique pas, et d'ailleurs toutes les personnes qui en doutent sont allées vérifier que ce que je dis est vrai. Depuis le traité d'Amsterdam, c'est l'Union européenne qui fixe notre politique migratoire. C'est la Commission européenne qui fait entrer 4 millions de migrants par an en Europe. Alors des gens disent oui, mais regardez, en Hongrie, il y a moins de monde. Alors déjà, il y a beaucoup de migrants en Hongrie aussi. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous avez des migrants venant d'Afrique francophone, ils vont pas aller se précipiter en Hongrie. D'abord parce qu'ils n'en parlent pas la langue, d'autre part parce qu'ils parlent le français, et par ailleurs, en France, on a des prestations sociales tout à fait importantes. Donc si on veut régler le problème de l'immigration, qui n'est qu'un des problèmes, parce que la destruction de l'agriculture française, c'est un désastre. La destruction de notre industrie, c'est un désastre. Le marché européen de l'énergie et la baisse du niveau de vie que nous subissons, c'est un désastre, etc., etc., sans compter notre alignement sur la politique étrangère de l'Union européenne et de l'OTAN, qui nous mène tout droit à la guerre avec la Russie, eh bien, si on veut mettre un terme à ça, il n'y a pas d'autre solution que de sortir d'abord et avant tout de l'Union européenne. Dans d'autres termes, ceux qui disent « moi, je fais prévaloir l'identité d'abord, moi, je vote d'abord pour ça, et puis après l'Union européenne, on verra », eh bien, en fait, ils trompent leurs électeurs. Parce qu'ils ne sortant pas de l'Union européenne, ils ne pourront pas mettre en œuvre la politique qu'ils prétendent conduire. Et ça, je le vois, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, je vois que les internautes, les fans de l'Union des droites, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore bien saisi l'importance décisive du Frexit. Je vois des gens qui confondent patriotes, souverainistes, l'union des droits, tout ça pour eux c'est un petit peu la même chose. Et puis il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dise d'un seul coup, tiens, on va sortir on va faire ci, que les gens disent ça y est, c'est bon. Enfin, comment dire ? Imaginez que Gabriel Attal nous dise demain qu'il veut sortir de l'Union européenne, qu'il veut faire le Frexit. Moi, personnellement, je ne lui ferai pas confiance. Voilà. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir ici ou là des gens qui sortent comme des champignons après la pluie, 18 ans après l'UPR, et qui commencent à découvrir qu'il faut sortir de l'Union européenne. Je pense particulièrement à M. De Villiers qui l'a sorti il y a quelques jours, après avoir soutenu M. Zemmour notamment, mais surtout avoir focalisé l'attention des gens sur une pétition pour un référendum sur l'immigration, sans préciser quelle serait la question d'ailleurs. Enfin, moi, M. De Villiers, je suis désolé, il y a encore 3 semaines, il était pour le Brexit, pour rester dans l'Union européenne. Bon, moi, je n'ai pas confiance. Voilà. La confiance, c'est quelque chose qui se bâtit sur long terme. Les Français qui me connaissent, ils peuvent avoir confiance parce qu'ils voient que ça fait 18 ans qu'on dit la même chose, qu'on a défini, on a apporté au débat public une quantité considérable d'analyses et d'informations, et voilà, et que les gens se rallient à ce mouvement politique. Mais quelqu'un qui dit voilà, je veux sortir de l'UE, mais je veux l'union des droites, en fait, c'est contradictoire dans les termes. Alors, quand vous dites justement que vous êtes constant depuis 18 ans sur vos propositions, François Asselineau, en 18 ans, il y a aussi certaines choses qui évoluent. Par exemple, donc il y a ce conflit avec la Russie. En ce moment, on lit beaucoup dans la presse qu'il y aurait des drones russes qui survolent certains territoires européens. Vous proposez la sortie de l'OTAN. Est-ce que, en cas de dégradation de la situation, ce ne serait pas un atout pour la France de continuer à faire partie de l'OTAN ? Je pense exactement le contraire. C'est vrai que vous avez bien raison de dire
qu'il y a des événements qu'on ne pouvait pas forcément prévoir. Donc nous, depuis 18 ans, notre mouvement propose la sortie de l'OTAN. Évidemment que nous n'avons pas répondu à la question de l'Ukraine depuis 18 ans. Je rappelle qu'il y a encore 5 ou 6 ans, 99,9% des Français se moquaient éperdument de l'Ukraine et tout le monde savait que c'était l'un des pays les plus corrompus du monde, ce qu'il est resté. Bon, maintenant, on a cette affaire. Nous, ce qui se passe à l'est de l'Europe conforte nos analyses, c'est-à-dire que l'OTAN ne nous protège pas, loin de nous protéger, comme l'Europe d'ailleurs. Ça nous fait participer à des alliances qui nous entraînent vers la guerre. Vous savez, c'est malheureusement exactement comme ça qu'est apparue la Première Guerre mondiale. C'est parce que la France avait fait une alliance avec la Russie. C'était l'alliance franco-russe, avec le voyage de Félix Faure à Saint-Pétersbourg en 1894 et le voyage retour de Nicolas II en France en 1896. En 1905, on avait eu l'entente cordiale avec Théophile Delcassé, qui était le ministre des Affaires étrangères français, et puis les Britanniques. Ces alliances de la France, à l'époque, à la fin du 19e, début 20e siècle, visaient à quoi ? Visaient à assurer la paix dans le cadre d'alliances pour contenir les empires centraux, c'est-à-dire le Reich bismarckien et puis l'Autriche-Hongrie. C'était ça, c'était pour assurer la paix. Et puis qu'est-ce qui s'est passé avec l'attentat de Sarajevo ? François Ferdinand, l'archiduc d'Autriche-Hongrie, qui est assassiné à Sarajevo. Il y a eu une espèce de jeu d'alliances automatiques. La Serbie ayant été sommée par l'Autriche-Hongrie d'ouvrir son territoire à des enquêteurs. La Serbie a accepté 13 des 14 points qui avaient fixé l'Autriche-Hongrie. La Serbie a refusé le 14e. L'Autriche-Hongrie a commencé à mobiliser. La Serbie était en alliance avec la Russie. Et puis petit à petit, on s'est laissé entraîner là-dedans. Il y avait Jaurès qui hurlait en disant « Mais attendez, on va vers l'abîme », mais rien n'y faisait. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'OTAN et l'Union européenne ont été présentées aux Français comme étant des gages de paix, etc., contre la menace. Contre la menace de qui, d'ailleurs ? Contre la menace de la Russie, contre la menace peut-être également du Moyen-Orient, contre la menace chinoise. Et puis, en fait, c'est en train de nous entraîner vers la guerre. C'est pour ça que la France, si elle était sortie de l'OTAN, comme d'ailleurs avait commencé de le faire le général de Gaulle. De Gaulle avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966. Pas de l'OTAN stricto sensu, on était resté dans l'alliance militaire parce que il y avait à l'époque une menace objective de l'Union soviétique, mais De Gaulle avait bien dit à Perfit bien que l'objectif, ça serait, au moment venu, de sortir de l'OTAN. Dans l'esprit de Gaulle, la France doit être un pays non aligné. La place de la France, en fait, serait faire partie des BRICS, avec la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, enfin tous ces grands pays en très très fort développement économique, dont nous sommes en train de nous couper, pour nous ratatiner sur une petite structure belliciste en plein effondrement industriel et qui par ailleurs n'a aucune source d'énergie propre. Vous vous rendez compte à quel point ce choix stratégique est totalement calamiteux ? François Asselineau, merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h45. Chers auditeurs, dans quelques instants, Richard de Sèze nous rejoindra pour sa chronique et puis terminera cette discussion que nous avons entamée avec François Asselineau. Et puis ensuite, nous retrouverons Philippe Bilger pour parler de Sarkozy. On se demandera si c'est une fausse victime ou une vraie crapule. Question importante. François Asselineau, je vous vois rire, on pourra s'interroger sur Nicolas Sarkozy si vous le voulez. Mais avant cela, je reviens sur le thème de votre rentrée politique. Vous nous l'avez dit, il y a une table ronde qui a été consacrée donc à la question de la décadence de l'Occident. Vous, justement, qui êtes très souverainiste, centré sur la France, est-ce que, étendre cette question à l'Occident en général, déjà, pourquoi ? Parce que l'Occident, on le sait, ça comprend divers pays européens, mais aussi les États-Unis, par exemple. Et ensuite, quelle était la conclusion de cette table ronde ? Est-ce que après une phase de décadence, on n'est pas en train d'assister à un renouveau ? On voit qu'il y a quand même différents signaux plutôt encourageants, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis, sur le changement de mentalité. Alors, c'est vrai que... je précise d'abord que les débats qui ont été filmés seront diffusés dans quelques jours, quelques semaines, une fois qu'ils auront fait l'objet d'un montage et une belle présentation. Et donc, je renvoie quand même les auditeurs à ces débats. Donc, tout le monde est convenu d'une chose, c'est que c'était d'ailleurs la thématique du livre de David Cozandet sur le secret de l'Occident.
en fait, il avait mis à jour dans son ouvrage que ce qui a fait la grandeur de l'Europe occidentale à partir de la Renaissance, c'est finalement la compétition entre des États-nations de taille à peu près comparable et stable. Voilà. C'est parce qu'il y a eu cette compétition entre l'Espagne de Philippe II, la France de Louis XIV, la montée en puissance des Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, puis le Royaume-Uni, chacun inventant une voie vers le développement, et puis quand il y en a un qui trouvait quelque chose de mieux, eh bien les autres s'en emparaient. Voilà, donc l'Espagne du siècle d'or a bénéficié des métaux de leurs colonies sud-américaines. La France... Et puis après, ils ont commencé à entrer en décadence parce qu'ils n'en faisaient pas grand-chose. La France, elle a inventé le dirigisme colbertien, la monarchie absolue, qui a été efficace pour unifier la France. Et puis vous avez eu les Pays-Bas qui, eux, ont inventé les bourses des valeurs, qui ont inventé l'aménagement du territoire avec les polders. Et puis vous avez eu Genève et les Pays-Bas qui ont inventé la liberté d'expression. Et puis vous avez eu le Royaume-Uni qui a inventé la monarchie parlementaire, qui a inventé le capitalisme, qui a inventé les syndicats, etc. Donc à chaque fois, il y a eu cette espèce de mimétisme et de compétition pour savoir lequel gagnerait le mieux. Ça n'est pas le moindre des paradoxes que de voir que la construction européenne, elle est en train de tuer ça. Le plus extraordinaire, c'est qu'elle se prévaut toujours d'une concurrence libre et non faussée, mais elle exige que tous les États adoptent la même politique. Or, elle peut se tromper. La Commission européenne, par exemple, quand elle impose à tous les États de l'Union européenne, par exemple, de construire des éoliennes, etc., et si c'était l'inverse ? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la Commission européenne a une espèce de fantasme impérial. Or, les empires, de temps en temps, il y a une bonne décision, c'est très bien, mais quand la décision est mauvaise, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que tous les empires finissent au bout du compte par dépérir parce qu'ils ne peuvent pas toujours avoir raison. Il faut avoir une espèce de libre compétition entre les partis. Alors, tout ceci explique, c'est une des raisons qui peut expliquer la dégringolade notamment de l'Union européenne. On voit bien que c'est l'homme malade du monde. Mais vous avez raison, il y a aussi il y a quelque chose qui a été souligné, c'est que l'Union européenne n'est pas exactement dans la même situation que les États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a un phénomène très important dans l'Union européenne, c'est qu'en fait, dans l'Union européenne, en fait, on ne croit en rien. Alors qu'aux États-Unis d'Amérique, la foi religieuse est l'un des moteurs très importants du Trumpisme. De la même façon que Poutine a redressé la Russie en prenant appui sur un réveil considérable de l'Église orthodoxe, ou bien que Deng Xiaoping et ses successeurs ont pris un appui considérable sur le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Eh bien, donc, il y a peut-être en France des phénomènes qui sont en train d'apparaître, c'est encore modeste, mais on voit ici ou là, vous en avez déjà parlé sur Radio Courtoisie, une remontée, par exemple, des baptêmes des adultes, une très forte participation à des pèlerinages comme celui de Chartres ou celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a un début peut-être de reviviscence, et ça c'est important parce que il y a fondamentalement à la base de tout un problème de valeur. Vous savez, c'est dans l'évangile de Matthieu, je crois le chapitre 6, verset quelque chose comme 44. On ne peut pas servir à la fois... On ne peut pas avoir deux maîtres, on ne peut pas servir Dieu et la richesse, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et donc il y a le monde occidental s'est lancé tête baissée dans une espèce de capitalisme financier, d'un extraordinaire cynisme, au bout duquel on délocalise, on met les gens à la rue, on ferme les usines, etc. Toujours pour maximiser le profit des actionnaires. On est peut-être arrivé à un point tournant. L'Union européenne a d'ailleurs été le catalyseur de cette politique de l'argent roi. Et il faut espérer qu'il va y avoir un point tournant. L'histoire n'est faite que de ça, vous savez. Elle n'est faite que de scansions. Et je pense que l'on peut aller vers une espèce de renfermement bénéfique pour sauvegarder l'identité et le niveau de vie des gens. C'est ce que fait Trump. Trump, lorsqu'il remonte considérablement les droits de douane, il fait un bras d'honneur à l'Organisation mondiale du commerce. Et il est en train d'essayer de rétablir une forme un échelon de valeurs traditionnelles. Alors, est-ce que ça ira? Est-ce que ça marchera? Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a les objets de cette table ronde, c'était tout à fait passionnant. Merci François Asselineau. Alors vous restez avec nous jusqu'à 8h15. On fait une parenthèse, mais qui a malgré tout son importance, avec la chronique de Richard de Sèze. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour monsieur. Bonjour. D'habitude, je vous parle de
d'Emmanuel Macron, mais je suis allé sur l'agenda de l'Élysée ce matin et il y avait marqué que l'agenda était en cours de... Enfin voilà, il y avait rien. Il fait rien aujourd'hui, Emmanuel. Alors il a tweeté hier, il a tweeté avant-hier sur la Moldavie. Alors je me suis dit, très bien, ne parlons pas d'Emmanuel. À la place, on va parler des Français. Et je me suis dit que vous serez sensible, monsieur Asselineau, au fait que il y a des gens dans le service public qui s'occupent de nous raconter des belles histoires. Et ça s'appelle Les belles histoires du dimanche. Découvrez des récits inspirants de solidarité et d'altruisme et partez à la rencontre de la générosité. Émotion garantie chaque dimanche. Et ça, c'est France 3 Région qui le fait. Et ils ont une très belle histoire. Alors, il y a, par exemple, un castor en état de choc. Et voilà, on dit oui, pourquoi pas. C'est quoi un castor en état de choc? C'est un électeur qui a voté Macron contre Alors, Le Pen. c'était à peu près ça. Et alors, il était pris au piège dans un lavoir et il a été remis en liberté. Je pense qu'il pourra voter pour vous à la place. Et alors, il y a aussi, je vous ai vu à la télé, victime de son succès, cette réparatrice de doudou croule sous les commandes. Alors là, je pense qu'il s'agit d'une ex-femme politique. Et enfin, c'est merveilleux, 2 Américaines découvrent le village de leurs ancêtres quand la généalogie rend l'histoire familiale plus concrète. Ça, c'est dans le Haut-Rhin. Alors, et France 3, il trouve ça génial parce que ce sont des Américaines qui retrouvent leurs ancêtres. Oui. Si c'était des Français, là, ce serait un peu fasciste, ce serait un peu nazi, ce serait un peu identitaire. Mais moi, la vraie histoire que je trouve belle, inspirante, pleine de solidarité et d'altruisme, c'est plus je vieillis, plus j'ai du succès. Les confidences de Nicole, 88 ans, et prostituée toujours heureuse. Ah oui. Et ça, quand le service public décide de nous inspirer avec des histoires du dimanche, parce que le dimanche, il y en a qui vont à la messe, il y en a d'autres qui se ruent pour voir cette belle histoire inspirante de solidarité et d'altruisme sur Nicole, 88 ans, prostituée toujours heureuse. Et ça, le service public, on n'est jamais déçu. Alors, chaque jour, elle arrive à 7h du matin, 8, parfois midi, enfin, c'est des horaires libres, c'est ça le travail indépendant. J'attends le client, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Ça m'a un peu fait penser à Macron en 2028. Elle patiente tranquillement avec une grille de mots croisés et un livre. Elle redémarre quand elle en a peu plus d'attendre. Et là je me suis dit, mais Emmanuel, avec un peu de chance, bientôt on va le voir dans les belles histoires du dimanche. Hein. On sait jamais. Certes, elle voit bien que la forme décline. Et oui, Emmanuel, elle se plaint de sa démarche moins vive qu'avant. Pour son travail, en revanche, le poids des années n'est pas si lourd. Plus je vieillis, plus j'ai du succès. Alors on a vu les sondages ce matin, c'est pas évident pour Emmanuel, mais en même temps, il n'est pas encore super vieux, parce que je suis gentil, c'est un métier, c'est la gentillesse. Et là, Manu, je pense que il y a quelque chose que tu peux jouer, c'est la gentillesse. Il faut que tu deviennes gentil, il faut que tu sois il faut que tu vises Nicole, 88 ans. Voilà, parce que c'est une belle histoire de France 3, c'est une belle histoire du service public. Qui sommes-nous pour juger ? Un petit sourire au coin des lèvres, elle ajoute « c'est du bon boulot ». Mais oui, voilà Emmanuel, de temps en temps, il y a de l'espoir. Alors, d'où vient-elle ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il que Nicole, 88 ans, dont on nous dit que c'est une histoire pleine de générosité et d'altruisme, est encore sur le bitume à son âge, en train de faire des passes ? Eh bien, en fait, c'est grâce aux amis américains. Ben oui, de temps en temps, on se dit... Pourquoi sommes-nous atlantistes ? Parce que les Américains nous apportent plein de choses. À la fin des années 50, c'est la présence de soldats américains, toujours postés dans la Marne où elle a grandi, qui l'ouvrent une porte vers le travail du sexe. Alors déjà, on pourrait dire, non, c'est vraiment des enfoirés, ils l'ont mis sur le... Non, ils lui ont ouvert une porte vers le travail du sexe. C'est les éléments de langage, monsieur Asselineau. On maîtrise pas tout, mais là, les gens de France 3 qui nous sont du service public, plein de générosité et d'altruisme, ils nous disent ça. Les Américains sont arrivés, je pleurais et puis je parlais un peu anglais. Ils m'ont dit, on va te faire gagner de l'argent. Ils m'ont emmené à Reims et j'ai commencé à faire le métier. Et voilà. De temps en temps, on se demande à quoi ça sert les Américains. Ça sert à mettre les jeunes filles françaises au turbin. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est une histoire pleine d'altruisme. Alors, je me suis dit, il y a un truc à creuser. On va regarder du côté des travailleuses du sexe. Et évidemment, Le Monde avait publié, peu de temps auparavant, le jour où je prononce les mots vidéo pornographique devant ma mère, un long silence s'installe. Tu m'étonnes. Et en fait, et là aussi, on se dit, mais en fait, on est plein de préjugés, surtout sur Radio Courtoisie, parce qu'on est une radio de droite. Et en fait, les gens sont très très ouverts, très larges d'esprit. Hein. Là, par exemple, il y en a une, elle s'est installée un peu travailleuse du sexe. Elle était en licence de langue dans une université de la banlieue parisienne. Et à cause du Covid, évidemment, la fac nous avait lâchés. On n'avait plus un seul cours en visio. Alors, qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire ? Elle s'est installée travailleuse du sexe. Je me souviens que mon père a rigolé. Il m'a dit « profite tant qu'il y a des gens pour payer pour ça ». Voilà. Parfois, on est un peu coincé sur des modèles de parentalité un peu réactionnaires, un peu traditionnalistes. On laisse pas les jeunes s'exprimer. Voilà, ça, c'est un père, il est intelligent. C'est un père de 2024-2025. Il a dit à sa fille « profite ». Voilà, ça, c'est le vrai mot d'ordre de la jeunesse moderne et des parents responsables. Et avec un peu de chance, sa fille, elle finira comme Nicole, 88 ans, dans les histoires de France 3, d'ici 50 ans. Et ça, c'est une histoire de solidarité et d'altruisme. Et elle est épanouie, hein.
Elle n'était pas née, hein, c'est un vrai boulot. D'ailleurs, elle le dit, c'est un message que j'adresse à tous les étudiants en communication qui nous envoient leur CV. Que ce soit en communication, en création de contenu, en relation à la personne, j'ai le sentiment d'avoir acquis des compétences variées. Moi, j'ai l'impression de lire une des lettres de motivation qu'on reçoit. En communication, en création de contenu, en relation à la personne, j'ai le sentiment d'avoir acquis des compétences variées. C'est un métier qui demande beaucoup d'économie. Je ne me fais pas de soucis par la suite si je veux faire autre chose un jour. Moi, envoyez-nous votre CV, ça me paraît tout à fait intéressant. Et puis, il y en a d'autres. Elles sont assez intéressantes. Par exemple, Stéphanie, travailleuse du sexe sur Mime, OnlyFans et Pornhub, a choisi d'en parler à sa mère pour des raisons financières. En fait, elle était un peu administratophobique et donc sa mère peut l'aider pour tout ce qui est impôts. J'ai toujours été très réglé avec les impôts. La seule personne vers qui je pouvais me tourner, c'était ma mère. Alors d'où vient-elle, Stéphanie ? Le prénom a été modifié pour préserver son anonymat. On se demande pourquoi, c'est merveilleux. Nicole, le prénom n'a pas été modifié. Eh bien, avant de sauter le pas, elle était étudiante en master d'adaptation au changement climatique. Et pourtant, c'est un métier d'avenir. Et voilà. Et elle avait 2 emplois étudiants, McDonald's et bibliothèque universitaire. Alors l'ambiance est vachement tendue au McDo avec la crise sanitaire. Et évidemment, à cause du Covid, la bibliothèque a fermé. Et peut-être aussi que le master en changement climatique, en fait, il n'y avait pas trop de gens qui voulaient l'embaucher. Moi, je me dis ça. Pour tous les députés ensemble, pour tous les sympathisants Renaissance, si vous ne savez pas quoi faire dans votre vie, malgré tout, voilà. Nicole, Stéphanie, c'est des choses qui sont possibles. À 13 ans, quand ses professeurs lui demandaient ce qu'elle voulait faire plus tard, Stéphanie se sent encore aujourd'hui dans le flou, comme à 13 ans. Donc, elle garde néanmoins un rêve en tête, ouvrir un jour un café rempli de plantes et de chats, comme Sandrine Rousseau. Voilà. Et je me dis, c'est vraiment formidable. On est en France avec le journal de référence qui nous présente cette jeune femme qui se prostitue numériquement et avec des familles extrêmement compréhensives qui sont juste très inquiètes à l'idée qu'elle puisse bien profiter et gagner un bon revenu pendant que France 3, payé par nos deniers publics, nous présente Nicole, 88 ans, prostituée, en nous expliquant que vraiment c'est une histoire pleine de solidarité, de générosité et d'altruisme et qu'il est bien normal que nous puissions être inspirés par l'exemple de Nicole, à défaut de celui du Castor, ou peut-être aussi de la colocation solitaire pour maman isolée. Et dans quel monde vivons-nous en fait ? Dans quel monde peut-on aujourd'hui présenter la prostitution comme une alternative intelligente, pardonnez-moi pour l'anglicisme, comme une manière intelligente de gagner sa vie. Comment ces travailleuses du sexe, pour ne pas dire ces prostituées, sont-elles présentées comme un modèle de générosité, d'altruisme, d'intelligence, d'adaptation au changement, climatique ou pas, social ou non, covidesque ou pas ? Et ben voilà, c'est la France. C'est la France d'Emmanuel Macron qui tweet sur la Moldavie et qui pour le moment donc a un agenda vide et ce qui fait que je n'ai pas pu vous parler de lui. C'était quand même très bien, merci Richard. Merci Liselotte. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Et donc on poursuit cette discussion avec Richard de Sèze et François Asselineau. François Asselineau, je suis sûre que vous êtes ravi de voir que, comme vous nous le disiez, vous manquez de couverture médiatique. En revanche, on peut comprendre qu'en même temps, les médias soient déjà très occupés avec tous ces beaux sujets dont nous a parlé Richard de Sèze. Ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas parler aux Français des candidats à la présidentielle et de Nicole, 88 ans, qui se prostitue. C'était exact. Je rebondis un instant sur cette chronique là, grinçante de Richard de Sèze, qui est à la fois grinçante, qui est un peu triste. J'avais vu cet article aussi sur cette prostituée. En fait, il met le point sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un univers en Union européenne et en France en particulier, on a l'impression qu'on a laissé tomber toutes les valeurs. C'est-à-dire que la seule chose qui compte désormais, c'est la loi du fric. Et donc, n'importe quelle façon de gagner de l'argent devient maintenant valorisée. C'est un cynisme inouï qui a répandu les ondes, qui a répandu à d'ailleurs effectivement l'invention de TDS. Avant, on disait une prostituée, une péripatéticienne. Maintenant, on dit TDS, travailleur du sexe. Il y a des présentations qui sont faites comme si c'était une valorisation. Richard de Sèze a hélas 1000 fois raison. C'est peut-être de ça c'est peut-être ça l'un des problèmes
peut-être les plus graves qui se posent à la société française, cette forme de désespoir qui a envahi en fait les Français, qui ne reconnaissent plus leur propre pays, et on a l'impression que le cynisme le plus outrancier se présente comme ça à la télévision, à la radio. C'est comme, excusez-moi d'évoquer ce sujet, c'est un sujet d'actualité. Sur la question, par exemple, de la condamnation de Sarkozy, je trouve quand même qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en font beaucoup sur cette affaire. Parce que bon, qu'il puisse y avoir un débat sur la condamnation de M. Sarkozy, sur notamment l'exécution provisoire, etc., je peux comprendre qu'il puisse y avoir un débat. Soit dit en passant, personne n'a lu, ou à peu près personne n'a lu les attendus du jugement. Arthur de Vatrigan les a lus, il en parlait hier, il s'est tapé les 380 pages. Voilà, il y a 400 pages de jugement. Bon, c'est absolument... Enfin, je veux dire, faut arrêter de croire que les juges jugent comme ça en fonction du nez de Cléopâtre. Il y a quand même les juges, même s'ils ont une appartenance politique ou syndicale, ce qui d'ailleurs pose un problème, parce que ça affaiblit en fait leur position. Je pense qu'on pourrait envisager un univers où les juges, comme les militaires par exemple, jouissent d'un rôle très important dans la société. La contrepartie, par exemple, c'est qu'ils ne pourraient pas avoir d'appartenance juridique ou pas se syndiquer. Parce que ça affaiblit le jugement de savoir que la présidente a manifesté contre M. Sarkozy il y a 15 ans. Ça affaiblit son position. Mais quand on regarde quand même le fond du sujet, il y a quand même des choses qui sont accablantes. Enfin, c'est quelque chose, c'est pas sorti d'un chapeau. D'ailleurs, on ne parle pas des co-accusés qui ont quasiment plaidé coupables, enfin, M. Hortefeux ou M. Claude Guéant. Alors moi, je trouve là-dedans que présenter ça comme si c'était presque un titre de gloire, ça me paraît absolument lunaire, quoi. Voilà, je trouve ça. J'ai vu là, il y a un tweet hier, on disait que M. Sarkozy était allé dans un restaurant, il aurait été acclamé par les clients. On n'a pas précisé quel était le restaurant. À mon avis, c'était plutôt le Fouquet's que un kebab à Aubervilliers, hein, parce que je pense que dans la population, les gens quand même ont en travers de la gorge toutes ces histoires. Il y a une espèce d'impudence en fait. Maintenant, d'inversion accusatoire, d'impudence généralisée. Dans un autre domaine, mais ça va dans le même sens, c'est tout le discours qu'on entend en ce moment sur le fait que la Moldavie a finalement réussi. Les Moldaves ont quand même fini par triompher malgré les ingérences russes. C'est incroyable. Il y a surtout eu des ingérences européennes. Il y a eu 3 présidents ou chefs d'État ou de gouvernement qui se sont rendus en Moldavie. Vous avez Madame von der Leyen qui avait promis 1,8 milliard d'euros à la Moldavie si elle votait bien. Vous avez tous les Moldaves qui vivaient en Russie ont quasiment tous été interdits de vote. Il y a les bonnes ingérences et les mauvaises ingérences. Hein. C'est un peu comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette inversion accusatoire. C'est d'accuser les Russes d'avoir fait une ingérence, pareil pour la Roumanie d'ailleurs. Alors tout ça, c'est extrêmement inquiétant, parce qu'on voit bien que pour l'oligarchie, l'idée même de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc tout se reboucle en définitive. C'est comme quand on voit toutes ces chaînes de télévision là, qui disent qu'ils défendent la démocratie, mais enfin moi je suis totalement censuré. Hein, c'est comme on a vu la même chose d'ailleurs avec l'affaire Patrick Cohen sur France Télévisions. Il y a des gens qui seront outrés qu'on puisse mettre en cause cette affaire Legrand et Cohen. C'est incroyable. Il fut un temps, enfin je sais pas, moi je suis d'une génération où il y avait, si vous voulez, je sais pas, sur l'affaire le grand Cohen. Bon, on aurait été au 19e siècle, les journalistes se seraient suicidés. Ils auraient accepté de se battre en duel avec Arthur de Vatrigan, mais là, non, pas du tout. Voilà. On aurait été, ça c'est au 19e siècle, dans les années 1970, ils auraient été licenciés. Dans les années 2025, on les défend. Il y a des mouvements qui disent non, c'est très très bien, c'est scandaleux et c'est l'extrême droite qui... Et il y a un comité de déontologie qui lave Patrick Cohen de toute accusation. C'est incroyable. Donc il y a vraiment une inversion maléfique. En fait, on est dans une inversion totale des valeurs. On est dans un monde à la Orwell. Hein. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage, etc. La vérité, c'est le mensonge. À propos de vérité et de mensonge, quand Nicolas Sarkozy explique que c'est la France qui a été humiliée et qui n'a jamais trahi la France, est-ce que vous n'avez pas eu, comme moi, une espèce de haut-le-cœur complet? Est-ce que ça ne vous est pas étranglé de rage que Nicolas Sarkozy puisse prétendre n'avoir jamais trahi la France?
Mais bien sûr, c'est un scandale. Outre que M. Sarkozy, je crois qu'il a 11 dossiers sur le dos, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il a déjà été condamné 3 fois. C'est évidemment tout le monde, les gens n'ont pas oublié, parmi les hauts faits d'armes de M. Sarkozy, la trahison du référendum de 2005. Il y a les 55% de Français qui ont voté non, dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, à la Constitution européenne, ayant été considérés en fait comme des parias, comme s'ils s'étaient trompés, et on n'a tenu absolument aucun compte de ce vote. C'est un scandale démocratique pur et dur. D'ailleurs, vous savez, il y a toujours, c'est une pensée asiatique, on alourdit son karma en faisant ça. C'est-à-dire que depuis 2005, la construction européenne a été frappée d'illégitimité profonde. C'est à partir de ce moment-là, je pense, que commence le divorce entre les Français et la construction européenne. Mais M. Sarkozy, non seulement a piétiné ce référendum, il a aussi vendu 430 tonnes d'or au plus bas. Il nous a fait perdre... personne n'a compris pourquoi il avait vendu une partie significative, 20%, je crois, de l'or des Français, au plus bas. Voilà, au cours d'aujourd'hui, il aurait pu vendre ça pour 40 ou 50 milliards d'euros supplémentaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Florence Parly a elle-même aussi contribué à... J'en parle parce qu'on l'ignore, ancienne ministre de la Défense et donc ministre macronienne, a elle aussi contribué à vider les caisses de la France. Oui, tout à fait. Mais vous savez, on n'est pas... Il n'y a jamais un seul responsable. C'est comme tout à l'heure j'évoquais Édouard Philippe qui s'indigne de la situation financière de la France. Certes, c'est Macron le premier responsable d'avoir augmenté. Vous savez que Macron a endetté la France en 8 ans 2 fois plus que Mitterrand en 12 ans, en 14 ans, pardon. Mais Édouard Philippe qui proteste contre la situation catastrophique des finances de la France, il en est le responsable quand même. C'est inouï. On est face à cette impudence maintenant d'État. Et donc, dans ce domaine-là, il faut rester droit dans ses bottes. Il faut garder... c'est ce que nous, on essaie de faire à l'UPR, de tenir un discours de justice, de vérité, ne pas faire de coups médiatiques et dire ce qu'on nous pense être la vérité. Moi, je le vois, si notre discours passe de mieux en mieux en ce moment, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ne savent plus à quel sein se vouer, comme on dit, et qui ont besoin, soif, d'abord et avant tout, de pouvoir avoir le sentiment de faire vraiment confiance à un responsable politique et non pas à quelqu'un qui est sans foi ni loi, va changer de programme sans arrêt et ne fait que réciter les éléments de langage qui ont été concoctés par Mimi Marchand, qui est une reprise de justice, ou bien par un cabinet de conseil style McKinsey. Nous reparlerons de Nicolas Sarkozy et que Philippe Bilger qui vous succédera, Monsieur Asselineau. Et d'ailleurs, je crois qu'on aura l'occasion de reparler ce soir avec vous à 18h30 sur Radio Courtoisie. Oui, il y a un débat, je crois, avec ce soir. Oui, tout à fait. Voilà, animé par mes soins. Donc, je serai extrêmement acerbe et je vous tendrai tous les pièges possibles et vous les éviterez avec brio. Merci beaucoup. Et sur cette question des ingérences européennes. Est-ce que vous avez l'impression que le Frexit est plus que jamais urgent? Nous en parlions avec Marion Maréchal hier à cette antenne, et elle expliquait que malgré tout, sortir de l'euro était extrêmement compliqué, que avoir des gouvernements de plus en plus à droite dans toute l'Union européenne permettrait de réformer l'Union européenne de l'intérieur. Est-ce que vous, au contraire, vous considérez que c'est un leurre? Évidemment que c'est un leurre. Je rappelle que d'abord, pour changer les traités européens, il faut l'unanimité des États membres. C'est-à-dire qu'il faut que 27 gouvernements tombent d'accord sur un nouveau traité à la virgule près et qu'ensuite il y ait 27 parlements ou référendums qui ratifient ce nouveau traité. Il faut donc l'accord de 54 institutions. C'est pas parce que vous aurez 3-4 gouvernements qui seraient de droite ou d'extrême droite, comme les affectionne Madame Maréchal, que ça changera quoi que ce soit. Le seul île de Malte ou le seul Luxembourg, par exemple, peut bloquer une réforme, par exemple, qui remettrait en cause, je sais pas, la taxation. Imaginons qu'on veuille une Europe plus sociale, qui veuille mieux taxer les très grandes fortunes. Voilà. Le Luxembourg ou Malte ou Chypre, ils feront immédiatement obstacle. Imaginons qu'on veuille une Europe plus sociale, défendant les services publics. Vous aurez les pays de l'Est qui feront obstacle. Imaginons qu'on veuille une Europe plus écologique, qui interdise l'acétamipride. Vous avez vu
que la France était toute seule, en fait, pour l'interdiction des neurotoxiques, enfin, etc., etc. Donc, Madame Maréchal, elle reprend une vieille lune, si vous voulez, qui est habituelle. Ça fait depuis la création du marché commun. On nous explique qu'on va modifier l'Europe de l'intérieur. C'est rigoureusement et statistiquement absolument impossible. Quant à l'argument selon lequel sortir de l'euro, c'est difficile, oui, bien sûr. Mais vous savez, le problème que l'on a dans ces choses-là, c'est que on nous objecte des raisonnement conjoncturel face à quelque chose de structurel. C'est comme si quelqu'un était venu voir De Gaulle en 1943 en disant, vous vous rendez compte, mon général, on peut pas se libérer. Imaginez, ça va détruire, il va y avoir des bombardements, il va y avoir des villes françaises qui vont être bombardées, il va y avoir des ponts qui vont être détruits, voilà. Et puis faire partir les Allemands de France. Enfin, ils font tourner les affaires quand même. Vous vous rendez compte, s'il n'y avait pas l'armée d'occupation, il y a quand même énormément de commerçants qui font leurs affaires avec les armées d'occupation. Comment on va faire pour... Est-ce que vous avez prévu financièrement comment dédommager les commerçants. Voilà. Donc c'est exactement ce genre de raisonnement, si vous voulez. Oui, ça sera sans doute un peu compliqué de sortir de l'euro, mais ce que Mme Maréchal ne dit pas, c'est qu'est-ce qui se passe si on y reste ? Parce que la destruction de l'agriculture, la destruction de notre industrie, l'effondrement de notre niveau de vie sont directement les conséquences de notre appartenance à la monnaie unique. Mais ça, Madame Maréchal ne veut pas s'aventurer, évidemment, sur ces débats. De la même façon que les délocalisations industrielles, l'effondrement de notre industrie découlent directement des traités européens de la libre circulation des capitaux. Voilà. Et vous ne verrez pas Mme Maréchal, pas plus d'ailleurs que M. De Villiers, proposer un référendum sur oui ou non pour la libre circulation des capitaux. Et pourquoi vous ne le verrez pas d'ailleurs ? Parce que c'est ce qui fait la fortune de M. Bolloré ou de M. Drahi, c'est-à-dire des gens qui tiennent les grands médias français. Donc sur CNews, je suis également interdit d'antenne. La CNews, qui paraît-il, donne la parole à tout le monde, non, pas à moi. Parce que sur CNews, si c'est pour taper sur les Arabes, alors là, très bien, on est invité matin, midi, histoire et la nuit. Si c'est pour chanter la politique de Netanyahou, ça c'est parfait. Mais en revanche, si c'est pour dire l'industrie française est en pleine capillotage à cause de la libre circulation des mouvements de capitaux, la libre circulation des capitaux qui a été organisée depuis le traité de l'acte unique de 86 et gravé dans le marbre du traité de Maastricht, là évidemment on n'en est plus question. De la même façon qu'on ne fera pas non plus un référendum. M. De Villiers ne demande pas un référendum sur ce que les Français pensent de la guerre en Ukraine ou sur ce que les Français pensent de l'alignement de la France sur tel ou tel sujet international. Je pense qu'on peut quasiment finir sur ces mots, puisqu'il nous reste à peine quelques secondes. François Asselineau. En tout cas, merci de faire revivre le débat. Vous êtes extrêmement précieux avec quelques autres de vos collègues. La France a besoin de débats de fond, de débats sérieux. Voilà. Eh bien, à tout à l'heure, 18h30, restons courtois aujourd'hui. 17h30, non 17h30 avec Monsieur Perrin et 18h30 avec Monsieur Asselineau. Mais connectez-vous dès 17h30, chers auditeurs. Même écoutez Radio Courtoisie toute la journée, toute la nuit, non-stop. Merci Richard d'avoir mené cet entretien avec moi. Merci pour votre chronique. Monsieur Asselineau, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et à tout à l'heure. On vous dit à ce soir. Merci beaucoup.